Allô la planète, c'est une grande discussion mondiale, donc venez, écoutez et participez à ces discussions. Allô la planète, la première web radio mondiale de proximité. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Caravane Passe, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à deux pattes. Ce soir, la caravane d'Allô la planète retrouve deux vieilles connaissances, Florian et Michael de Roulopa. Nous les avions eus notamment il y a tout juste un an dans cette émission. Il était grand temps pour nous de prendre des nouvelles. Parti de Gironde en 2018, ce couple de nomades sillonne toujours les routes bretonnes au rythme de leurs deux chevaux. Ils nous raconteront ce soir leur voyage, leur vie en roulotte devenue leur maison et leur quotidien, leur relation avec leurs chevaux bien sûr, mais aussi ils nous diront où ils en sont dans cette vie sur les routes. Avant de rejoindre le couple de voyageurs, avant de rejoindre le couple de voyageurs, je vous rappelle que cette émission est en direct. Alors sortez vos téléphones, envoyez vos questions, vos réactions au 06 66 44 15 10 par SMS ou WhatsApp. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Stéphane, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Je crois qu'il y a Marion et Flo qui sont avec toi aussi. Oui, et on a eu un petit faux départ. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Ah, et là, on vous a perdu. Allô, allô. Bon, l'émission commence à merveille. Allô, allô. Bon, on va les rappeler. Allez, première sonnerie. La Bretagne, parfois, c'est compliqué. Ah, bon. Eh ben, on va retenter. Bon. Pourtant, tout à l'heure aux essais, tout fonctionnait bien. Alors. Bon. Hop. On essaie de les avoir autrement. Les aléas du direct. Alors, Roulopa, pour ceux qui connaissent pas, comme je le disais en introduction, ils sont partis en 2018, 5 ans de route et Bonjour, je viens sur le portable de Michael, laissez-moi. Bon, décidément, je tombe sur l'heure. On va mettre une petite musique et puis on va les reprendre juste après. J'ai assisté à land of the seas, green land of mine, waters of sound, borders of sand, riddled with dreams, green land of ours.
of misfortune and days of doubt are gone with the tide, and days of hope to settle down will come, wash out the blue. It's all up to you. Eh ben, on est de retour avec nos amis. Vous êtes toujours là, décidément. Vous êtes là. Allô ? Voilà. Oui, on est en direct de nouveau. On va y arriver. On va y arriver. Bon, un petit souci technique, visiblement, en Bretagne, un problème de réseau. Ouais, la tempête a fait des dégâts et donc on n'a plus qu'une seule antenne qui fonctionne sur 3, donc c'est un peu compliqué des fois. Eh ben, on espère que ça fonctionnera jusqu'au bout de cette petite heure d'émission. Donc on a des ressources, on va y arriver. Bon. Je disais que ça faisait 5 ans que vous étiez sur les routes. Vous êtes en Bretagne depuis 3 ans. 3 ans la Bretagne. Alors, Florian disait quand on préparait cette émission qu'il était breton, hein, et peut-être une raison à tout ça. En tout cas, la Bretagne vous gagne, vous garde. Vous n'avez plus envie d'en sortir ? Alors, il y a de ça, c'était un peu un objectif en soi, quelque part aussi. Ouais. Non, ça va, ça se passe bien. On est bien accueillis. On a l'habitude de dire que la Bretagne, c'est autant une terre d'écueil que d'accueil. Ah oui. Il y a autant les bateaux qui s'échouent que les gens qui restent et qui sont appréciés. Donc, on est bien accueillis, il n'y a pas de problème. Chouette. Et alors, vous êtes parti pourquoi sur les routes et comment? Au début, vous aviez plusieurs roulottes. Enfin, votre voyage a beaucoup évolué en 5 ans. Alors oui, il y a énormément de changements. Nous, la réflexion sur le projet a commencé en 2015. On avait rencontré une première famille de roulotiers. On a mis plus d'1 an pour se décider, se convaincre que ça pourrait potentiellement nous correspondre sans savoir exactement vers quoi on allait. Et après, il y a eu plus d'1 an de mise en place du projet matériellement, on va dire. Donc on est parti en juillet 2018 avec l'objectif déjà dès la première année de remonter, puisqu'on est parti de Gironde, donc d'un territoire où il fait plutôt sec et chaud, et aller vers un territoire où il fait un peu plus humide et un peu plus frais. Donc on est allé vers la clim. Donc c'était l'objectif quand même dès le départ. Et effectivement avec les attaches de Florian aussi, un peu les miennes parce que je suis d'Anjou, donc ça nous parlait quoi. Et alors plusieurs roulottes, plusieurs aménagements, plusieurs projets dans le projet. Ouais, il y a eu, ça a bougé quasiment tous les ans. Ça a été très compliqué parce qu'on est parti en 2018, donc on a tous vécu 2020 de façon un peu brutale. Ouais. On a aussi eu plein d'aléas qui ont fait qu'on est parti effectivement avec 2 roulottes et une calèche, qui au final se sont transformés en un seul convoi avec une roulotte plus une calèche derrière plus une carriole, mais avec un seul attelage en paire. Donc il y a eu aussi un changement de chevaux en cours de route. Et donc maintenant, on a nos 2 percherons, Zorba et Victor, qui tractent le convoi qui fait 14 mètres et en tout 3 tonnes 850 avec les chevaux. Donc les chevaux ont plus léger qu'eux à tracter et ils sont pieds nus depuis 3 ans, depuis février 2020. Alors, même 4 ans en fait quasiment. Je profite de
de ce que tu me dis sur les sabots. Pourquoi pas de fer? Alors, on est parti pour le montage du projet. On s'était entouré de professionnels qui nous conseillaient, etc. Puis, c'est vrai qu'autant Florian est cavalier depuis toujours qu'il faisait pas d'attelage. Moi, c'était une découverte pour moi, le milieu du cheval complètement. Et donc, on part avec les avis qu'on nous donne, dont les avis de gens qui faisaient de l'attelage et des maréchaux ferrants. Et donc, on est parti ferrer, sachant que tous les roulotiers qu'on a rencontrés étaient déferrés, absolument tous. Enfin, on n'en connaît aucun qui était ferré. Soit ils avaient des hyposandales, soit ils adaptaient leur rythme. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que, donc on savait que c'était possible. Mais nous, intérieurement, on n'avait pas passé le pas, c'est le cas de le dire. Et on l'a fait quand on s'est donné rendez-vous en l'hiver 2019-2020 avec un autre couple de roulotiers qui, eux, descendaient depuis le Finistère et qui prenaient la route de l'Italie. Et ils sont maintenant en Italie. Ils ont déferré quelques mois avant nous. Et quand on s'est retrouvés pour l'hivernage 2019-2020, on avait aussi l'anecdote de plus trouver de maréchal ferrant pour déferrer nos chevaux. D'accord. Donc on a fini par le faire nous-mêmes. Et ils nous ont dit maintenant vous referrez plus. Donc c'était juste la petite impulsion qu'il nous fallait pour se décider à le faire. Et ça s'est très bien passé. On a juste légèrement adapté, mais pas grand-chose. Et en fait, on a pu faire juillet 2020, on a fait 200 km en un mois. Donc c'est possible avec un gros convoi comme ça. Il faut juste adapter un peu et c'est tout à fait faisable, quoi. Ouais, parce que quand on écoute des voyageurs qui partent avec des chevaux, ils ont tendance à ferrer leurs chevaux. Parce qu'il y a du goudron, c'est ce qui nous explique. Vous faites du goudron et pourtant vous n'avez pas besoin de les ferrer. Alors après, ça dépend certainement de la pratique que l'on a, si c'est cavalier ou attelage. Ça dépend très certainement du revêtement et surtout du rythme, je pense. Enfin, ça, c'est le recul propre que j'en ai. C'est-à-dire qu'on a adapté notre rythme à celui des chevaux et on fait pas l'inverse. Mais par contre, nous, on fait 12 km par jour. Quand c'est à peu près plat, on en fait moins quand ça ne l'est pas. On régule l'effort en fonction soit du temps, soit de la dénivelée, ce qui arrive en plus important. Par exemple, en Bretagne, c'est souvent un dénivelé qui compte. Donc, des fois, le trajet fait 4 km. Et des fois, le trajet, il va faire 12 km parce que c'est plat, mais dès qu'il y a de la montée, on diminue. Et on fait en sorte de répartir l'effort pour nous, pour les chevaux, et d'accompagner la pousse de la corne des chevaux et l'entretien de leurs pieds, le parage, etc. D'accord. Ouais, c'est quand même il faut avoir un peu de compétences. Faut regarder aussi, observer ces chevaux sans arrêt pour voir comment ça. De toute façon, je pense que c'est l'apanage de tous les voyageurs, c'est d'être débrouillard. Et en fin de compte, si on ne fait que déléguer notamment tous les soins, en fait on n'apprend jamais grand chose parce que le maréchal ferrant il vient, il fait son truc, il repart, mais il vous fait pas un cours au passage. Et si on arrive à être un minimum indépendant, on a moins à chercher le maréchal ferrant, même si on fait intervenir quand même pour vérifier que ce qu'on a fait est bon. Et en plus on s'intéresse au sujet, donc on s'intéresse à la podologie, à la locomotion du cheval, à sa santé, à la vascularisation des membres, à la phytothérapie qui peut être utilisée pour accompagner la pousse de la corne, etc., etc. Et tout ça, ça crée un intérêt, ça donne au voyage, à l'itinérance, un goût d'indépendance qui est d'autant plus sympa. Et puis, ça fait des connaissances et des partages. Et voilà. D'accord, ouais. Chouette. Et en 5 ans, vous avez pris plein de choses. Je disais tout à l'heure, vous avez beaucoup évolué vos roulottes. Vous avez construit des roulottes. Ouais. On a fait
Depuis le début, on a construit 3 roulottes. Alors à chaque fois, c'est sur des bases existantes parce que moi, je savais pas souder, donc bon, on faisait en fonction de ce qu'on savait faire. Et donc, on a fait, voire refait des roulottes. Celle dans laquelle on est maintenant, à la base, on l'avait fait en chariot western, on va dire. Ça a fini par devenir notre roulotte, donc on l'a remodifiée. Et en fait, ça fait 4 ans qu'on est dedans. Donc assez rapidement, on a gardé une seule roulotte. On en est aussi à la 3e calèche parce qu'on a fait évoluer nos pratiques aussi. Et après, on a modifié la façon dont on est en itinérance et nos activités sur la route. La première année, on était purement en découverte du mode de vie, enfin les premiers 6 mois, on va dire. Découverte du premier hivernage, adaptation corporelle parce que on n'est pas habitué à dormir dehors. Mine de rien, on marche tout le temps, on brasse des gros chevaux, donc c'est un peu fatigant aussi. On s'adapte tout ça. Et puis psychologiquement aussi, il y a tout un panel de choses à absorber. On était déjà très ouvert sur l'extérieur et on a été très engagé dans des assos, à proposer notre aide sur plein de choses, à accueillir des centaines de personnes chez nous, etc. Mais là, du coup, on se retrouvait entre guillemets de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que quand on est itinérant, on a souvent besoin soit de demander de l'aide, soit de demander l'accueil, ou en tout cas d'avoir des renseignements. Donc on est plus quitté. Et ça demande intérieurement, ça demande un petit travail quand même, d'accepter l'aide. Ouais, d'accepter l'aide, et puis après, on a fait difficile. évoluer aussi ce qu'on faisait sur la route. Au départ, on n'avait pas particulièrement d'activité, si ce n'est l'allocation de la 2e roulotte en gîte insolite, mais ça a fonctionné très peu de temps. C'est très compliqué à gérer pour pas grand-chose au final pour l'association. Et assez rapidement, on a intervenu dans les écoles. Donc ça, c'est un volet qui est venu sur la route. Alors ça, c'est quelque chose qui a été marquant sur ces 5 ans de voyage, cette quête, cette recherche d'équilibre pour trouver alors peut-être pas un modèle économique, mais en tout cas comment vivre en étant nomade, comment pouvoir pallier à ces besoins qui sont somme toute j'allais dire faible, c'est pas le mot, mais en tout cas on n'a pas besoin de grand chose en voyage, et cet équilibre, vous avez toujours essayé de le trouver. Vous avez fini par le trouver? Alors en fait, je pense qu'on est en perpétuelle recherche de ça. Nous, on avait pris le parti dès le début de quitter notre mode de vie d'avant. Donc on a revendu la maison, quitté les boulots. Pour autant, on est reparti avec un compte en banque vide. Mais au départ, les premières années, effectivement, on fonctionnait avec ce qu'on pouvait avoir du chômage. Ce qui suffisait largement, mais après, effectivement, il fallait quand même trouver des moyens de faire fonctionner ne serait-ce que l'association pour qu'elle puisse fonctionner, les frais bancaires, l'assurance, etc. Et l'association prend en charge les frais d'entretien du matériel et des chevaux, quand il y a de l'argent sur le compte de l'asso, ce qui est quand même très rare. Donc, la plupart du temps, c'est nous qui le payons, en fait. Donc, il faut trouver cet argent-là. Et il y a le fait d'avoir un équilibre financier, puis il y a aussi le fait de se dire, je pars sur la route, mais c'est quand même chouette d'avoir une activité, même si c'est une activité, qu'elle soit artistique, pas forcément lucrative d'ailleurs, mais d'avoir quelque chose à projeter. Et les gens étaient en demande. Sur la route, ils me disaient, mais vous n'avez pas des choses à vendre, qu'on puisse vous aider, ou vous n'avez pas un spectacle, vous avez pas. Donc on était un peu embêtés parce que autant Florian Sirtien que sa discipline, le tissu aérien, demandait d'avoir un mini chapiteau, donc c'était pas trop possible. Mais en soi, on voulait aussi être en activité sur la route. Et ce qui est compliqué dans le nomadisme en roulotte, c'est que c'est un peu difficile de gérer un planning et en même temps on n'a pas trop envie de faire ça. Parce qu'avant on avait 8 agendas, donc on voulait en sortir. Et donc c'est prendre des rendez-vous, arriver à temps pile poil pour une prestation, tomber au bon moment, au bon endroit pour faire une saison agricole par exemple, c'est pas forcément hyper évident. Et puis ça laisse pas le libre choix de la rencontre. Ça veut dire qu'on se fixe un objectif et on doit s'y tenir, et on peut pas faire d'écart à droite à gauche pour rencontrer les gens ou accepter les invitations. Donc tout ça, ça demande à faire une espèce de compromis
entre le fait qu'on veut être en activité, qu'on essaye de trouver un équilibre aussi financier, et puis les problématiques que nous on a sur la route. On fonctionne avec du vivant et pas un moteur. Donc là on en est un peu là aujourd'hui. Effectivement, on a testé plein de modèles et on a testé plein de façons de fonctionner. Il y a eu 2 ans de Covid qui ont été vraiment très très compliqués. Il y a eu des péripéties multiples et variées qui ont fait que il y a des fois on savait pas trop si on allait continuer, si on n'allait pas continuer, si on s'arrêtait, si on s'arrêtait pas. Dont un appel à projet auquel on a répondu en 2022, qui était pour reprendre une maison éclusière et créer des activités autour de cette maison éclusière. Et on s'était bien mis en tête que là, du coup, ce serait chouette de se poser et créer tout ça autour de cette maison éclusière. Bien sûr, il y avait un volet d'attelage et d'animation touristique en calèche. Et nous, on aurait continué à habiter en roulotte aussi. Ça s'est pas fait. Le choix s'est porté sur un autre projet. Donc, on a fait varier notre route en fonction des propositions d'accueil, d'accueil avec un objectif de moyen voire long terme. D'accord. Et donc là, on est en Côte d'Armor depuis le mois de juin l'année dernière. Donc on a fait des zigzags. Ouais. On était en Centre-Bretagne, on est retourné vers Pimpon et maintenant on est revenu dans le Trégor, donc dans les Côtes d'Armor. Et donc effectivement, on commence à s'ancrer un peu sur le territoire. C'est pas fatigant de pas savoir, de faire des zigzags, et puis simplement la vie en roulotte. La semaine dernière, j'avais un couple dans cette émission qui était parti pour une durée indéterminée, mais qui savait qu'il ne ferait pas ce voyage ou qu'il n'aurait pas cette vie nomade ad vitam aeternam, je crois que je les prononce bien. Justement parce qu'il y a cette fatigue. Il y a un aspect physique. Alors pour nous, parce que ceux que tu as interviewés, du coup, c'était un projet un peu de retraite, donc c'est un peu différent. Et donc il y a l'âge aussi qui compte, hein. Les poids physiques, bien sûr. Alors nous, on a encore quelques années avant d'être à la retraite, ça c'est sûr. Et donc déjà physiquement, on a un peu plus de marge. On va dire que c'est plus facile de tenir le coup, mais c'est sûr qu'à être que à 2 à gérer un convoi, c'est pas forcément évident. Quand on partage cette expérience à 5, 6, 7, 8, 10, 12 personnes, comme il y a des initiatives qui se mettent en place en ce moment avec des projets roulottes, c'est tout de suite la synergie est plus facile à porter. Et s'il y en a un qui est fatigué, il peut se poser pendant que les autres ils prennent le relais, etc. Bon, nous à 2, c'est un peu compliqué, quoi. S'il y en a un qui est fatigué, il y en a que un qui doit reprendre toute l'énergie, donc c'est plus difficile. Et puis en fait, il y a les animaux à gérer leur état à eux et leur âge. Parce que quand on a accueilli donc Zorba, qui est le premier cheval qu'on a accueilli, il avait 9 ans, maintenant il en a 16. Donc là, on commence à prévoir ça aussi, à se dire il faut qu'on commence à avoir quelques signes de fatigue dans les articulations, etc. Donc on se dit faut qu'on y aille tranquille et qu'on prévoit aussi la relève. Alors bien sûr, Zorba va rester avec nous, mais en tout cas, le travail dur, il sera plus fait par lui, il sera fait par un autre cheval. Donc il y a ça aussi à avoir en tête. Alors c'est vrai que ça peut être un peu fatigant, mais c'est tellement enrichissant à la fois intellectuellement, au niveau des rencontres, de la découverte des lieux, des paysages, des gens, que ça c'est super chouette. Je veux dire, à chaque fois que on reprend la route, il y a toute l'énergie qui revient, même si on est resté longtemps et même si ça a été dur, etc. La route nous appelle systématiquement. Donc ça, c'est ce qui va être... En fait, ça va être plus dur de s'arrêter que de partir, quoi. Ça va être un peu entre guillemets un crève-cœur, mais on saura qu'on se gardera quelques semaines dans l'année où on partira, et pour le coup, on partira plus en vacances qu'en activité, puisque ce sera les périodes en off où on se dit, on reprend la roulotte, on se refait 15 jours, 3 semaines, un mois et demi, et on revient dans un mois et demi, et voilà, on reprend un autre rythme. Alors, physiquement, ça va. Moralement, alors là, tu me dis que le plus dur, c'est de s'arrêter, mais cette routine qu'on entend toujours chez les voyageurs, s'occuper des animaux, être toujours en vigilance. La routine. Ouais. C'est-à-dire que quand on est sous une forme de routine dans le voyage, on a des tâches précises à faire dans un ordre précis, on met en place une routine. La première année, on a cherché plein de façons de faire pour que ce soit plus simple, pour qu'on se prenne
on se pose pas de questions. Par exemple, quand on part, on a chacun notre rôle. Quasiment, on n'a pas besoin de parler, en fait. On sait exactement ce qu'on a à faire. On vérifie juste ce que fait l'autre. On fait des signes de tête et c'est bon. Alors qu'avant, il fallait vraiment qu'on mette tout ça en place. Donc, en fin de compte, la routine du voyage, c'est effectivement une routine. Donc, on a l'esprit très libre pour la découverte et le dialogue, alors que quand on est dans des contraintes quotidiennes qui vont effectivement beaucoup varier parce que on n'est pas chez nous, parce que il peut y avoir des problèmes de rentrée d'argent ou je sais pas, là on est préoccupé, alors que là quand on part sur la route, on n'est pas préoccupé, on est juste occupé, donc c'est beaucoup plus facile, ça se déroule tout seul et on est complètement ouvert à la découverte. Donc pour moi, les périodes de transhumance et d'itinérance, elles sont très légères psychologiquement, alors que les périodes sédentaires, elles deviennent beaucoup plus compliquées, parce que tout de suite on se remet dans un quotidien qui est pas forcément agréable sur tous les points, où il y a des gestions qui sont un peu compliquées. Par exemple, quand on s'arrête avec les chevaux, il faut tout de suite des surfaces assez immenses, alors que quand on est en voyage, on peut se contenter d'une parcelle de lotissement pendant 2-3 jours et puis on bouge, quoi. Ouais. Mais alors ça va pas être compliqué de s'arrêter, j'allais dire définitivement, redevenir sédentaire, parce que c'est ça que tu nous dis ce soir, c'est que bientôt, ça va être un processus, c'est sûr, mais avec à la fois conserver l'habitat léger et mobile en tête, c'est-à-dire qu'on va pas quitter notre roulotte, quitter cette roulotte là peut-être, mais en tout cas on restera dans un petit habitat mobile qu'on pourra bouger avec les chevaux. Même si effectivement ce sera sympa d'avoir un petit bloc sanitaire avec une douche chaude, quoi. Ce genre de choses là, c'est vrai que c'est quand même sympa à avoir en hiver, ou une machine à laver. C'est les deux trucs qui sont quand même chouettes. Mais après le reste en soi, on se contente très bien de nos 7 mètres carrés, et ça fait 5 ans qu'on est dedans, et ça se passe très bien, et pour l'instant on peut monter et descendre les marches 10 fois par jour, ça va. Et en même temps c'est très simple à gérer. Il n'y a pas de problématique compliquée à gérer, même s'il y a une réparation à faire, c'est jamais des sommes immenses. Et puis on est clairement pas tenté de changer de canapé tous les 6 mois ou de construire une nouvelle cuisine mobile pas à 5000 balles. Donc ça va. Ouais. De ce côté-là, ça va. Vous êtes plutôt dans la construction de roulottes. Ouais, par contre, oui, ça démange souvent. De se dire, allez, on fait une roulotte. On lance un chantier, et puis faut être sur les bonnes opportunités. C'est pareil, il faut tomber au bon endroit au bon moment. Faut que tout s'aligne, voilà. Quand les choses s'alignent, c'est plus facile, mais il faut lancer un message à l'univers, et puis les choses en général vont finir par arriver, quoi. On en est un peu là, quoi. C'est un peu la porte qui s'ouvre, et qu'est-ce qui va se passer derrière, c'est un peu le moment où on est en ce moment. Ce retour vers la sédentarité. Mais alors, la magie du chemin, après 5 ans, elle y est toujours. Les rencontres sont toujours aussi belles, et on s'émerveille toujours de ce que le chemin met sur notre route. Est-ce que cette partie-là va pas vous manquer ? Oui, clairement, parce que du coup, à la fois, nous, c'est de la nouveauté à chaque fois qu'on va quelque part. C'est-à-dire qu'on découvre les paysages ou les endroits, où on passe rarement 2 fois au même endroit, en fait. Voire même, ça nous est pas arrivé. Et d'un autre sens, c'est pareil, les gens, ils nous découvrent aussi. Donc, pour le coup, pour eux aussi, c'est de la nouveauté. Donc, les relations qu'on peut avoir avec les gens, elles sont toujours un peu, entre guillemets, émerveillées. Voilà. Il y a cet œil-là un peu pétillant quand les gens nous voient passer. Donc, c'est sympa. Et puis, les conversations sont très riches, éphémères, mais très riches. Et donc, ça, c'est chouette. Par contre, l'idée de recréer un réseau, parce que mine de rien, à chaque fois qu'on bouge, on bouge, donc on laisse les amis derrière, et on ne fait que s'en aller. Donc ça, c'est un peu compliqué à gérer, par contre. C'est-à-dire qu'on a beau se faire un réseau, on s'en va. Donc nous, on le sait qu'on va partir, et on l'oublie pas, mais les sédentaires ont tendance à l'oublier, donc c'est toujours un crève-cœur, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Et en même temps, vous restez alors depuis 3 ans en Bretagne. J'allais dire, c'est un mouchoir de poche, un grand mouchoir.
ou une grande poche. Mais vous pouvez les retrouver, ils peuvent venir vous voir, vous n'êtes pas si loin, en fait. Non, on n'est pas si loin, c'est sûr. Mais peut-être que à la fois la nouveauté et le côté extraordinaire de la rencontre un peu éphémère fait qu'on se lie très vite de façon un peu forte. Et garder ce lien-là, on sait qu'il va s'étioler. Si on se voit pas régulièrement, on sait que les choses s'étiolent et c'est naturel. Je veux dire, on n'en veut à personne. Et nous, on peut clairement pas rappeler tout le monde à chaque fois. Enfin, on voit des centaines de personnes par jour, donc ce serait ingérable. Et on voudrait bien pouvoir appeler tous les gens qui nous ont hébergés tous les ans. Mais voilà, c'est assez compliqué de pouvoir faire cette démarche systématiquement. C'est une fausse excuse que je suis en train de donner. On pourrait peut-être le faire matériellement, j'en sais rien, mais c'est pas forcément évident. Et puis on sait que ça va s'étioler, donc on se dit que les gens qui viennent nous voir, il y en a qui viennent nous voir tous les ans. Et qu'on a vu au tout début du projet, et qui passent nous voir tous les étés, et donc ça c'est super chouette, et on sait que ça c'est un lien fort qui reste, et on sera très content de revoir les autres si on les a pas vus depuis 3 ans aussi. Voilà, ça change rien. Donc on n'en veut pas, on s'en veut pas à nous-mêmes forcément de pas pouvoir garder ce lien fort, parce que ce serait un peu, c'est comme si on avait une famille avec 5000 personnes, quoi. C'est un peu ça. C'est un très gros réseau. Garder le contact avec tous ces gens, c'est sans doute difficile. On va faire une petite pause musicale. On a commencé à écouter la chanson tout à l'heure parce qu'on l'a mise pendant l'interruption de réseau. On va écouter Danar Braz et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Land of the seas, green land of mine, borders of sun, borders of sand, riddled with dreams, green land of ours, days of misfortune and days of doubt are gone with the tide, and days of hope to settle down will come, wash out the blue. It's all up to you.
Vous êtes toujours dans la Caravan Pass sur Allô la planète. On était en train d'écouter Dan Arbraz, Border of Salt. Une chanson que l'on peut écouter sur le 8e album de Dan Arbraz, sorti en 91. Une chanson qui marque l'attachement du groupe à ses racines, à la culture celtique et aux rêves qui l'animent, notamment le fait de voir la Bretagne comme une île bordée par la mer, à l'image de l'Irlande. On est toujours avec nos deux invités de ce soir. Bonsoir, bonsoir, vous êtes là, bonsoir, toujours là. Ouais. Florian et Mickaël. La Bretagne, on le disait en ouverture de cette émission, c'est vraiment un territoire attachant sur lequel vous aviez envie de construire quelque chose au départ de votre voyage. Ça a été effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'était un peu à la fois pas forcément un objectif, mais en tout cas une des destinations. Et puis c'est un endroit qui nous a bien plu. Et on s'est rendu compte que c'était souvent une terre d'accueil et d'écueil, mais pour les roulotiers particulièrement, parce que la dénivelée fait qu'à un moment donné, on va pas plus loin. Et si on veut aller plus loin et qu'on va aller, je sais pas, par exemple jusqu'au Finistère, il faut rajouter un cheval ou tout alléger ou partir à pied. Et on a rencontré plusieurs roulotiers qui effectivement soit faisaient partie du Finistère, soit se sont arrêtés avant le Finistère, dans les monts d'Arrée, etc. Donc il y a pas mal de roulotiers qui se sont arrêtés dans le secteur. Et puis c'est un secteur avec des chevaux aussi, chevaux de trait notamment. Donc voilà, il y a une terre d'adoption. Alors l'adoption, c'est pour bientôt. On parle depuis le début de cette émission de la route qui va vous amener vers des terres ou une terre en tout cas où vous allez pouvoir vous poser, retrouver une certaine sédentarité. C'est quoi ce projet ? Alors c'est un peu la continuité de ce qu'on fait maintenant, sauf qu'il y a des choses qu'on peut pas faire en itinérance. Donc on essaye de les mettre en place avec un format semi-sédentaire. D'accord. Donc ça va prendre la forme certainement de la recherche d'un lieu où on peut se poser au moins entreposer notre matériel par exemple, et puis mettre en place des activités à la belle saison. Et nous, on garderait l'itinérance pour nous en format voyage perso sans les activités. Et en tout cas, on continuerait à habiter en roulotte. Donc, pour l'instant, on est en train de prospecter dans le secteur de Guingamp où on est là. On est en train de prospecter pour trouver un lieu qui puisse accueillir à la fois nos chevaux et le matériel qu'on a commencé à collectionner, on va dire. Donc, ça va être du matériel agricole pour les chevaux, ça va être de quoi fabriquer des nouvelles roulottes. Ça va être de quoi faire de l'accueil de groupe notamment, et par exemple pour des séjours itinérants en roulotte à cheval pour des enfants qui ont besoin d'avoir des séjours de rupture. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place et qui vont commencer dès cet été. D'accord. Donc là, on est sur un redémarrage qui se profile d'ici une quinzaine de jours. On ne sait pas encore où on va, mais on va y aller. Et donc on va naviguer dans le coin jusqu'à ce qu'on ait trouvé. Donc on a envoyé tout à l'heure, je disais qu'il faut envoyer des bouteilles à la mer parce qu'autrement il n'y a rien qui revient, mais c'est un peu ça. Donc là on a envoyé 167 emails ces jours-ci, quelques articles de journaux, et puis on a fait aussi les marchés de Noël pour se faire connaître au mois de décembre. Et régulièrement donner des nouvelles des activités de l'association. Et donc on espère qu'on aura assez rapidement soit une commune qui veut bien nous accueillir pour l'été par exemple, qu'on propose nos activités, soit un lieu qui nous soit alloué en location, en bail amphithéotique, etc. Pour faire revivre un lieu qui serait par exemple en désuétude, une ancienne ferme ou une ancienne zone d'exploitation. Ici il y a plein de poulaillers par exemple, donc ça pourrait être ce genre de choses-là, pour qu'on puisse effectivement s'ancrer un petit peu. D'accord. Et le centre Bretagne, vous n'avez pas tenté ?
Alors en fait, on était il y a 2 ans, on Ouais. était en dessous de Rostronin, donc effectivement Ouais. dans le Crest-Braise, dans le centre-Bretagne, et on était reparti de là parce qu'on avait répondu à ce fameux appel à projet, D'accord, donc on était c'était allé là. vers Pimpon. Puis là, on est revenu, et la liaison qui s'est faite entre le secteur où on était et le secteur où on est maintenant, c'est qu'on a retrouvé notre chat 14 mois après. Donc Ah c'est elle oui. qui a fait le trait d'union. D'accord. Elle était partie de la roulotte à la première étape, on l'a jamais retrouvée. Puis en fait, 14 mois plus tard, on revient à 1 heure de route, mais au nord. Et là, on retrouve notre chat. Donc Excellent. c'était voilà. Quand je dis qu'il y a des messages, des fois, c'est un peu ça. Hein. Les messages de l'univers sont assez drôles parfois. Tout à fait. Ah, j'avais vu Donc ça sur votre page c'est bien Facebook, qu'il mais fallait qu'on reste là, quoi. ouais, j'avais pas compris que le chat avait quitté la roulotte depuis aussi longtemps. J'ai vu aussi que vous étiez Ouais. dans un lycée récemment. Que pardon? Vous étiez dans un lycée aussi récemment. Ça participe aussi Alors, en fait, à ce réseau. c'est le lycée qui est venu à nous. Donc en fait, on a accueilli un groupe de collégiens lycéens ce matin qui venaient à la fois découvrir l'attraction animale et le mode de vie nomade. Et en fait, on a pu parler de pas mal de sujets avec eux parce qu'ils ont une option équine dans leur lycée professionnel. D'accord. Donc il y en a certains qui étaient en BTS par exemple, donc eux ils étaient carrément en création de structure, etc. Donc c'était assez riche. Mais ça fait partie des choses qu'on met en place. Les accueils de groupes, ça peut aussi être des groupes scolaires. Bon, c'est souvent des périscolaires. Ça peut être des familles aussi, enfin voilà, des vacanciers. Et on aimerait bien développer des volets pour sensibiliser à la fois à la valorisation, à la préservation des races de chevaux de trait, mais aussi à leur potentiel compagnonnage avec nous. Je veux dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec ces chevaux. Ça peut être en agricole, ça peut être en touristique. Enfin, il peut y avoir pas mal de choses. Et donc, on essaye de parler de ça tout en ayant en tête de nouveaux usages, de nouvelles façons de faire les choses. Tout à l'heure, on parlait du pied nu pour les chevaux. Et on peut parler du bien-être animal en règle générale. Ouais, et puis vous êtes sur une terre où il se passe plein de choses, où il y a plein de dynamiques qui se mettent en place, qui grandissent. Oui, ouais, on espère qu'effectivement ce sera porteur. Ce qui est toujours un peu compliqué quand on arrive quelque part, c'est qu'on connaît pas le secteur. Ouais. Donc on connaît pas les réseaux, donc on essaie de les mettre en place assez rapidement, mais c'est pas forcément évident de savoir vers qui aller ou s'il y a une association porteuse. Donc ça demande pas mal d'énergie. C'est pour ça que depuis 5 ans, on fait ça tous les 6 mois en gros. C'est-à-dire que chaque fois qu'on arrive quelque part, on se refait un réseau, puis on repart, puis on se refait un réseau. Donc c'est ça le côté un peu énergivore. Donc là, on aimerait bien se faire un réseau pour voilà, on peut s'appuyer dessus au moins quelques années et puis tenter de voir si on peut monter tous ces projets dans le secteur et au moins on aura fait ce travail-là de façon un peu plus pérenne. Mais c'est sûr que c'est un secteur qui est plutôt... Il n'y a pas énormément d'activités en fait. Donc l'alternatif est assez important. Les associations, les gens essayent des choses et sont pas timides. Je pense que c'est il y a l'attrait de la mer et le côté aventurier aussi en Bretagne qui fait que les gens ils sont toujours un peu dans une mouvance. Il y a aussi un côté un peu révolutionnaire qui existe depuis tous les âges, qui fait qu'ils tiennent un peu à défendre les choses qu'ils ont et puis à mettre en valeur même les nouvelles initiatives et tout. Moi, j'ai pas senti, j'ai nulle part senti en France d'ailleurs qu'il y avait particulièrement d'animosité, mais en tout cas là, on sent que les gens ils aiment bien quand même que les choses qui se mettent en place soient valorisées, soient mises en avant. Chouette. Donc oui, c'est à suivre. À suivre. On espère que ce sera assez rapide puisqu'on voudrait commencer dès cet été. Donc il reste pas beaucoup de temps pour se préparer, quoi. Ouais, parce qu'après, une fois que vous êtes posé, faut toute la mise en place, même si vous anticipez, je suppose, en roulotte. Et l'avantage de la roulotte, c'est que vous pouvez travailler aussi à l'abri comme à la maison. Un peu, mais c'est vrai qu'avec les activités qu'on souhaiterait mettre en place, surtout celles qui consistent à rénover des outils, à en faire la démonstration, il faut un atelier. Pour la partie accompagnement de projets de vie en roulotte, pour lequel on organise des stages d'initiation sur 3 jours. La prochaine séance, c'est mi-avril, et après on en organisera d'autres. Donc là, on a besoin d'un lieu d'accueil, parce que pour se réunir, c'est quand même plus pratique d'être à l'abri. Enfin, des fois,
fois en Bretagne il pleut, donc c'est quand même mieux. Et puis d'avoir aussi un atelier pour la confection de tout ce qui est bâche de roulotte et l'accompagnement de projets d'autoconstruction en roulotte. Donc là j'ai déjà commencé, on a 2 projets de roulotte qui sont en cours d'accompagnement. Donc moi je fais juste l'accompagnement, c'est pas moi qui construis, mais on fait les études ensemble, le dimensionnement, les prix et puis les conseils techniques ponctuels. D'accord. Ah oui, ça y est, là je sens que vous avez trouvé vraiment une voie pour pouvoir continuer à être semi-nomade, mais nomade quand même. Dans l'âme, je crois qu'au bout d'un moment on est un peu contaminé. Je sais pas, c'est des graines qui se sont semées, donc on a un autre œil sur la vie et sur l'impact qu'on peut avoir. On a des attraits qui s'aiguisent, notamment en contact avec la nature, donc on vit un peu plus au rythme des saisons. Là, le mimosa est sorti, Florian a fait une collecte, il a fait de la gelée, du sirop de mimosa. Enfin, c'est ces petites choses-là qu'on apprécie et qui font que on apprécie ces petits moments qui sont. Voilà, je préfère faire ça que de me dire que j'aime la télé le soir pour me vider la tête, quoi. Ouais. Et ta formation de cocher, tu vas la mettre en pratique. En tout cas, l'idée, c'est par exemple dans les stages d'initiation. Moi, je suis pas professeur d'attelage, mais je peux faire comprendre aux gens ce que ça veut dire que de faire de l'attelage. On peut parler du matériel, des chevaux, et puis une première prise en main pour même si elle est virtuelle, pour que les gens se rendent bien compte de ce que ça veut dire. C'est quand même un peu différent de partir en attelage que de partir en cavalier ou avec un animal bâté, par exemple. Il y a des choses qui sont un petit peu différentes, notamment du fait que l'animal tracte notre maison, qu'on passe pas partout, la gestion de la circulation est quand même différente. Enfin voilà, il y a plein de volets comme ça. Et c'est vrai que le volet cocher, pour l'instant, je l'ai pas professionnalisé, mais ça va être l'idée aussi, de pouvoir transmettre et en tout cas valoriser cette pratique qui est en final pas très très courante. Il y a quelques centaines de meneurs en France, mais pas vraiment plus, quoi. Donc ça vaut le coup quand même de mettre ça en place. Et puis l'avantage, c'est que dans le secteur, il y a plusieurs meneurs dans le secteur, donc on est un réseau, quoi. Ouais. Ça, c'est sympa. Et puis pour celui qui veut partir en roulotte, un petit coup de fil à Roulopa pour une petite formation. Ben voilà, ça peut être un des éléments qui permettent. Nous, on a mis sous 3 jours tout ce qui nous a manqué pendant 1 an, des choses qu'on aurait bien voulu savoir à l'avance, qui auraient permis de nous déterminer si on le fait ou si on le fait pas. Et en tout cas, si on le fait, on avait déjà en tête les déboires qu'on pourrait potentiellement avoir, est-ce qu'on pourrait mettre en face pour trouver des solutions, même si on invente chacun nos solutions. Au moins, on est un peu au courant de ce qui se passe et c'est un peu plus facile à gérer. On fait ça vraiment en format associatif, donc c'est pas gratuit parce qu'il y a mine de rien, il y a du boulot derrière, mais c'est vraiment pour l'association et l'entretien de nos chevaux. Nous, on n'est pas rémunérés pour faire ça. Une question, je reviens sur la roulotte. 14 mètres, c'est ça, de long? Le convoi complet du nez des chevaux à la dernière petite carriole, ouais. Et j'allais dire, il faut... Enfin, je connais la réponse, mais il faut pas un permis pour conduire un convoi aussi long. Alors il y a 2 questions en une. La première, c'est on a en France, j'insiste bien sur le fait que ce soit en France, on n'a pas besoin de certification de validation de nos acquis. D'accord. C'est pas le cas en Suisse, c'est pas le cas en Allemagne, en Italie, en Belgique. Donc en gros, on passe la frontière, on a du bol, on est français, on n'aura pas besoin, mais normalement dans tous ces pays-là, il y a une forme de certificat à passer, une forme de voilà. On passe comme un plateau en moto et puis il vérifie qu'on sache faire. Et par contre, pour la longueur, donc là c'est une particularité qui se retrouve un peu en Belgique aussi. En Belgique, je crois que c'est un peu plus long que 14 mètres, mais ça c'était lié au convoi forain où ils avaient le droit d'atteler plus d'une remorque derrière le véhicule. D'accord. Et donc en France, il n'y a que les forains qui ont le droit de le faire. Alors nous, on n'est pas forains, mais en même temps, le jour où on viendra nous contrôler, bon. Et donc effectivement, officiellement, on n'a pas le droit normalement d'avoir plus d'une remorque attelée derrière notre véhicule, même s'il est hippomobile. Ça change pas que ce soit hippomobile ou en véhicule. Et après, on est limité en longueur totale.
Voilà, donc on est dans les clous. D'accord. Ah ouais, c'est réglementé quand même. Oui, c'est réglementé. Tout le code de la route est basé sur l'hippomobile à la base. C'est-à-dire que les largeurs, les hauteurs, tout ça, c'est ce qu'on utilisait en hippomobile. Ça a juste été traduit en automobile, mais il n'y a rien qui change vraiment. C'est vraiment exactement la même chose que ce qu'on faisait avec les chevaux. On a juste quelques limitations particulières avec les chevaux, mais ça qui sont des héritages qui ont été traduits dans la loi, mais au final qui étaient des usages, quoi. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de pouvoir se croiser avec des chevaux, donc il faut pas plus de 3 chevaux de front, par exemple. Donc ça, c'est l'attelage à l'évêque. Donc 3 chevaux côte à côte, ça prend vachement de place sur la route. Et si on fait 2 attelages qui se croisent comme ça, maintenant c'est possible, les routes sont larges, mais à l'époque c'était un peu compliqué, quoi. Et puis, alors il y a le côté réglementaire qui autorise d'avoir autant de mètres derrière soi, mais pour vous, ça demande une gymnastique, je suppose, en route. On parlait de mes invités de la semaine dernière. Il y en a un qui est toujours à vélo, qui va devant pour vérifier qu'il n'y ait pas un camion, un tracteur ou un véhicule qui se retrouve, enfin qui les coince. Je suppose que quand Ça vous avez 14 mètres, ça, vraiment la particularité qu'on a nous, c'est que ça fait un petit train. Donc les manœuvres, ça va être très très compliqué. Donc on se débrouille pour pas avoir à faire de manœuvres. Ou vraiment, il nous faut au moins 6 mètres pour faire demi-tour. C'est le plus court que j'ai jamais fait, c'était 6 mètres, mais ça passe. Donc tu vois, 6 mètres, c'est une grande départementale, quoi. Et après, de toute façon, le groom est à pied pour prévenir, faire ralentir, parler avec les gens, et puis faire la circulation s'il y a besoin de couper une voie, par exemple. Mais on n'a pas particulièrement de manœuvre à faire. Notre gabarit, on le connaît. Donc une fois que les chevaux sont passés, tout passe. Le tout, c'est qu'on peut pas faire de demi-tour sur des toutes petites raquettes, et on peut pas faire de marche arrière. Ça, c'est évident. Donc il faut que ce soit les autres véhicules motorisés qui se déplacent si vraiment il y a un problème. Jusque-là, on n'a jamais vraiment rencontré de points durs, même avec des poids lourds qui nous rencontraient sur des petites voies. On passait. Et de toute façon, eux, ils ont une marche arrière et pas nous. Donc voilà, le problème, il est vite réglé. Et voilà. Après, c'est sûr que pour l'arrêt, donc le lieu de stationnement, nous, on préfère demander à ce qu'il y ait au moins, on puisse facilement rentrer et sortir, parce qu'autrement, c'est un peu galère quand même. Enfin, c'est dur pour les chevaux, en fait. Ouais, forcément. Bon, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, de nous avoir donné de vos nouvelles. On arrive à la fin de cette heure. Vous avez peut-être... merci bien à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre soit sur le site internet ou sur les réseaux. Donc on tape en Roulopa, ROULOPA. Un petit bonjour aux copains et aux copines du groupe Nom Animals. J'espère qu'ils nous suivent aussi. Ok. ROULOPA, je le répète parce que... ROULOPA. Voilà, je le répète parce que on vous avait un petit peu perdu le réseau parfois... et capricieux. Ouais. En tout cas, merci. On se retrouve peut-être à la rentrée de septembre. On fait un petit point, ou même en juin, avant les juin-juillet, avant les vacances de la planète, pour prendre de vos nouvelles, savoir où vous en êtes, si vous avez pu vous poser, si vos projets sont lancés. En tout cas, on l'espère de tout cœur. Merci beaucoup, à très bientôt à tout le monde. Bye bye. Salut. Voilà, ce numéro de la caravane se termine. Merci d'avoir été à l'écoute de la web radio Allô la planète. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le récit de nouveaux animaux nomades. En attendant, vous pourrez écouter cette émission samedi à 17h et lundi à 10h, puis dans quelques jours en podcast sur le site de la radio. Merci ce soir à Marion qui m'a assisté à la technique, à Flo aussi qui avait une oreille attentive sur le réseau, et si vous aussi vous voulez nous raconter votre voyage avec un ou des animaux, n'hésitez pas à me contacter au 06 66 44 15 10. À très très bientôt, bye bye.